tous dans ETV Newsweek, ravi de vous retrouver. Voici les titres. L'économie de la ville de Basse-Terre est menacée. L'antenne de la Chambre de commerce et d'industrie devrait fermer. On vous explique pourquoi. Meurtre d'Alain Cellini parce qu'il réclamait ses nombreux loyers impayés. De grosses escroqueries des tueurs présumés pourraient être dévoilées. La double peine des séropositifs, impossible de trouver un emploi, impossible de refaire leur vie. On s'arrête aujourd'hui sur leur discrimination. Des enfants yogis en Guadeloupe, ils sont venus faire une démonstration plutôt insolite. C'était au Gosier cette semaine. Les habitants de la ville de Basse-Terre s'inquiètent. L'économie semble de plus en plus en souffrance. Il faut dire que l'antenne de la Chambre de commerce et d'industrie devrait fermer comme bien d'autres infrastructures à Gourbert ou à Saint-Claude. En cause, l'État qui verse de moins en moins d'argent au niveau local, comme dans toute la France. Reportage Grégoire Trutman. La CCI de Basse-Terre fermera-t-elle ses portes ? Depuis plusieurs jours, la rumeur circule. Cette décision permettrait des économies à la CCI, mais accentuerait encore un peu plus le déséquilibre économique du territoire. Les commerçants de Basse-Terre constatent une baisse d'activité constante. Moi, en l'espace de 10 ans, il y a, je dirais, peut-être plus de 10 commerces qui ne sont plus là. Même les administrations, quand les administrations s'en vont, ils ne restent plus ne sont pas dans la ville, et ben les gens ne trouvent pas l'utilité de venir en ville en fait. Parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est les gens qui viennent dans Basse-Terre. Quand il n'y a plus d'administration sur Basse-Terre, les gens ne viennent plus par rapport à leurs médecins, ils ne viennent plus parce que le parc-mètre les embête à payer quand ils vont faire un tour dans la ville. Et ben nous, ça nous fait partir notre potentiel. Ça fait qu'il y a moins de clients et on vit moins bien. De son côté, la maire de la ville se veut rassurante. Il y a eu, certes peut-être des délocalisations, mais il y a eu aussi des implantations. Les services, notamment de la DRFIP, se sont mieux installés ici à Basse-Terre. Vous avez l'ADEAL qui est encore à Basse-Terre, vous avez les services de l'agriculture. Parlons de Basse-Terre en bien, parlons qu'ici il y a moins de délinquance, parlons ici qu'il fait bon vivre et que nous n'avons pas les difficultés d'une forte agglomération avec les nuisances de cette agglomération, aussi bien sur le plan de la pollution que sur le plan de la délinquance. Une décision sera définitivement prise en décembre, lors de l'Assemblée générale. Pour ces commerçants, une fermeture accélérerait encore un peu plus la baisse de l'activité économique de la ville. Toujours à Basse-Terre, on parle aussi de la fermeture du tribunal, là aussi avec des conséquences locales. Pourquoi cette fermeture ? Marius Mathieu a posé la question en exclusivité pour ETV à Bernard Pancrel, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Dans le domaine de la justice, à Basse-Terre, une grande migration devrait être appliquée. En plus de la CCI, le tribunal de commerce est aussi concerné par une délocalisation à Pointe-à-Pitre. Un changement qui s'explique, mais qui ne serait pas sans conséquences. Effectivement, il y a un projet mis en œuvre par le ministère de la Justice qui prévoirait éventuellement et qui propose de fermer le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre pour que toutes les affaires soient regroupées devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. On est dans une grande politique de réduction budgétaire. C'est une manière certainement de faire des économies. C'est une logique économique et statistique qui préside à cela. Il est par exemple un commerçant de vieux habitants qui doit voir sa cause entendue et devra se rendre à Pointe-à-Pitre. Donc cela veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés qui peuvent présider à cela. Pour pallier à cette délocalisation, des navettes devraient être mises en place pour faciliter l'accès aux droits des commerçants de Basse-Terre. Le meurtre d'Alain Cellini à coups de pelle laisse sans voix. Le propriétaire aurait été tué par sa locataire qui lui devait 15 000 €. 3 personnes ont été placées en garde à vue, mais l'histoire ne s'arrête pas là. On découvrirait de la part des tueurs présumés des escroqueries à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Marius Mathieu. À
Alain Cellini, un sexagénaire habitant du quartier de Port-Blanc au Gosier, ne pensait pas emprunter cette route pour la dernière fois, le 9 novembre dernier. Il aurait été tué en allant récupérer auprès de sa locataire des loyers impayés, une dette qui s'élèverait à plusieurs milliers d'euros. D'abord considérée comme disparue, l'annonce de la découverte de son corps calciné est une réalité difficile à entendre pour ses proches. Sur Alain Cellini, oui, je connaissais depuis l'âge de 8 ans, j'ai connaissance, il nous entraînait à la Maristella, on courait à pied, son père c'est lui qui a créé la Maristella du Gosier. Et depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Et ça fait 3 semaines. Et on entend qu'on a brûlé. En plus, quand on l'a transporté pour le brûler, ça, non, là, ça vous scie. Moi, hier, j'étais cassé. Hein, même là, c'est dans l'angoisse qui monte. C'est pas normal. J'ai jamais vu Alain aller fêter quelque part. Ce gars-là, il est ici, c'est pas dans son jardin, il est en train de courir à Saint-Félix. Il est dans son truc. C'est pas le gars qui est mandé au bord de la route. C'est le gars que on peut pas envier un gars comme ça. C'était un gars qui voulait pas avoir des histoires avec des gens. Pourquoi il n'a pas fait une procédure judiciaire? Rapidement, 3 suspects, dont la locataire de Alain Cellini, sont arrêtés et passent aux aveux. À la suite de cette audition, un corps calciné est retrouvé et des précisions sont fournies quant aux circonstances de ce meurtre. Il est allé demander des explications au domicile de cette dame le 9 novembre dernier et il a été reçu à coups de pelle, puisque cette dame, après une altercation vive, a saisi une pelle et l'a frappé à plusieurs reprises. Un homme se trouvait à ses côtés, lequel a aussi donné des coups de pelle à ce monsieur au niveau de la tête, ce qui a, nous disent ces 2 personnes, occasionné sa mort. Ils ont ensuite fait le nécessaire pour faire disparaître le corps, pour le transporter à plusieurs dizaines de kilomètres à Petit-Bourg, pour faire disparaître et tenter de brûler ce corps. Les suspects ont été placés en détention. Ils encourent chacun près de 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. La plupart des séropositifs déclarent avoir connu une discrimination. C'est la double peine. Non seulement vous êtes atteint, mais en plus, les portes se ferment au niveau professionnel notamment. Voici le témoignage fort d'une discriminée. Grégoire Truckman. En France, 7 séropositifs sur 10 déclarent avoir subi des discriminations au cours des 12 derniers mois. Un phénomène méconnu que Maryse a traversé sans s'y attendre. Le fait que certaines personnes ont su que j'étais peut-être séropositive ou peut-être malade, on m'a mis un peu à l'écart de beaucoup de choses, surtout au niveau du travail. On m'a mis à l'écart au niveau de la relation affective. Donc je suis célibataire sans enfant. Cette discrimination s'appelle la sérophobie. L'isolement est inévitable pour de nombreux séropositifs. Maryse a trouvé du réconfort auprès de l'association AIDS. Ce soir, elle retrouve les militants auprès de qui elle s'engage depuis plusieurs années. AIDS, c'est une association qui voit avant tout l'humain. Le fait d'être ensemble, ça me réconforte et je vois que certaines personnes ont passé les mêmes épreuves que moi. Une solidarité pour rompre l'isolement. L'association mène régulièrement des campagnes de lutte contre les préjugés, particulièrement forts en Guadeloupe. C'est vraiment lié à un manque d'information. Les personnes s'imaginent qu'on peut transmettre le VIH en jetant des sorts, en ayant un contact avec une personne, en partageant sa vaisselle, en allant dans les toilettes avec la personne ou en s'embrassant simplement. Et c'est ce genre de mésinformation qui crée la sérophobie. Le soutien de AIDS a permis à Maryse de garder la force de se soigner. Sa maladie est aujourd'hui indétectable et intransmissible. Dans toute la France, la Guadeloupe est la 2e région la plus touchée par la séropositivité proportionnellement à la population. On vous en avait déjà parlé ici dans ETV Newsweek, les difficultés qui secouent la CAF de la Guadeloupe en ce moment. Le dialogue est difficile au niveau des instances dirigeantes, fait plutôt rare. Conséquence, il y a de nombreux dysfonctionnements dans le traitement des dossiers. Le directeur national en visite en Guadeloupe dément et se veut rassurant.
Reportage Marius Mathieu. Que se passe-t-il à la CAF de la Guadeloupe ? Le climat y serait extrêmement tendu entre la direction et l'administration, au point que certains dossiers seraient dans l'incapacité d'être traités dans les temps. Certains bénéficiaires ont pu en faire le constat. Je trouve que les dossiers traités avec la CAF, c'est un peu long quand même, puisque le mien, il a pris 1 mois et demi quand même pour avoir une réponse, et qu'une réponse en fait. Donc c'est vraiment long. Pourtant, selon le directeur national de ce service public, en visite exceptionnelle en Guadeloupe, les résultats seraient aujourd'hui garantis et plus que satisfaisants. À la CAF de Guadeloupe, les demandes de prestations ainsi que tout autre contact avec les usagers sont traités en moins de 3 jours. J'ai lu un article dans France Antilles ce matin. On lit dans cet article que les salariés seraient, le conditionnel est employé, tellement surchargés qu'ils n'auraient pas commencé à traiter les dossiers de 2018. Fin de citation. Ceci est faux. Et il est très important que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens sachent cela et soient assurés de cela. Un discours d'apaisement qui ne fait mention d'aucune tension. Pourtant, certains salariés de la CAF ont tenu à souligner l'ambiance particulière en ce moment dans les bureaux. La situation est actuellement tendue, mais le fonctionnement de l'organisme se déroule normalement. Et donc nous avons des échanges avec la direction. La direction générale est actuellement sur place. La direction générale de la Caisse nationale est actuellement sur place pour donc des échanges suite à l'interdome qui a eu lieu en Martinique. Nous allons la rencontrer, échanger avec elle, et cela dans un échange que nous espérons riche, instructif, courtois. À la suite de cette réunion au sommet, le climat pourrait s'apaiser. Il restera à voir si les dossiers sont bien traités en moins de 3 jours. Venons-en au dossier de l'eau en Guadeloupe. Selon des experts, 4 millions d'euros ont disparu. Cet argent aurait dû bénéficier à la rénovation des réseaux d'eau usée et d'eau potable dans le sud Basse-Terre. Marius Mathieu. L'agence régionale de santé est formelle. L'eau de Basse-Terre est régulièrement impropre à la consommation. Pourtant, 7,6 millions d'euros ont été consacrés par la CASBT, avec à sa tête Lucette Michaud-Chevry, pour rénover les réseaux souterrains. Pour l'opinion publique, c'est donc l'incompréhension, voire la colère. Un détournement présumé d'argent public sur fond de surfacturation rend ce dossier de l'eau bouillant. Seules 81 factures sur 142, passées dans le cadre de la rénovation des réseaux d'eau, ont été retrouvées, selon France Antilles, après une enquête d'1 an réalisée par un juge d'instruction. Ainsi, seuls 4 millions d'euros sur les 7,6 millions ont pu être retracés. Il manque donc 3,6 millions d'euros. Les surfacturations seraient estimées à 1,1 million d'euros, ce qui représente 28% de la facture totale, disparue dans la nature. Pour l'expert mandaté par le juge, les détails des prix des travaux sont troubles, voire inexistants. Lucette Michaud-Chevry, son directeur général des services, et l'élu communautaire sont tous 3 mis en examen pour des faits présumés de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, ainsi que recel d'abus de biens sociaux. Et l'invité de TV de Face à la presse sera M. Beaugendre, le maire de Capesterre-Belle-Eau, lundi soir à 20h10. Si vous êtes victime d'une agression ou d'un accident, vous devez absolument connaître la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Elle facilite l'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Elle permet d'obtenir de l'aide pour le financement de prothèses sophistiquées. Prenons l'exemple de ce Guadeloupéen, Freddy, victime d'une agression, ou encore du skipper Fabrice Payen. Reportage Camille Rioual. Traverser l'Atlantique, un exploit qui est d'autant plus grand lorsqu'on le fait avec une prothèse. Fabrice Payen réalise ainsi une première dans l'histoire de la route du Rhum grâce à une prothèse des plus sophistiquées, mais pour laquelle il a dû justifier sa nécessité. J'ai pu en France être accompagné par un avocat qui a permis de justifier l'obtention d'un genou électronique qui est effectivement très coûteux, qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le coût de genou tout équipé représente le coût du bateau, donc c'est 100 000 euros. C'est un peu comme la route du Rhum en fait, il faut satisfaire à des prérequis pour avoir ce genou, il faut pouvoir marcher pendant tant de temps à tant de km/h, monter, descendre des marches, enfin voilà, c'est
C'est un peu terrible de dire ça à des personnes en situation de handicap, mais voilà, il faut mériter son matériel. Sa prothèse, il s'est battu pour l'avoir aux côtés de son avocat spécialisé en dommages corporels. C'est la dignité de la personne qui est retrouvée. Quand on est blessé, on est fracturé, on est abîmé, et il faut se reconstruire. Et il faut se reconstruire non pas en ayant une idée de ce que ça va coûter, mais de ce dont on a besoin. Mon rôle d'avocat spécialisé en droit du dommage corporel en médico-légal est de prouver par des éléments de preuve médico-légales et scientifiques que cette personne a besoin de ce type de matériel et qu'elle justifie son besoin, comme Fabrice, comme d'autres que j'ai fait équiper, pour qu'ils puissent effectivement redémarrer leur vie. Il ne suffit pas de demander, il faut pouvoir prouver à celui qui est en face que cette demande elle est justifiée. Freddy fait partie de ceux qui ont pu prouver leur besoin de prothèse. Cet ancien marin s'est fait amputer de la jambe il y a près de 4 ans suite à une agression. Mais l'indemnisation, c'est pas le loto. L'indemnisation, c'est une clé qui aide à préparer son avenir. Bien, cette prothèse m'a changé la vie au niveau fluidité, stabilité, sécurité. Je peux affronter un peu plus d'obstacles, donc avec celle-là, je suis beaucoup plus en sécurité. Cette prothèse lui a surtout permis de retrouver un emploi il y a 2 mois en tant qu'orthoprothésiste. Victime de discrimination ou de racisme, le Défenseur des droits peut vous aider. C'est un organisme qui veille à la protection des droits et des libertés, qui permet de promouvoir l'égalité. Un bus a sillonné la Guadeloupe pendant 2 jours afin d'offrir des permanences juridiques. Reportage Célia Dejoux. Tous les délégués, nous avons 4 domaines d'intervention. Le premier domaine d'intervention du délégué, c'est d'abord les relations des usagers avec les services publics. Si vous avez un problème avec la CAF, la sécurité sociale, et Pôle emploi, en fait tout ce qui est, même avec la mairie, avec les collectivités, surtout les impôts. Vous venez me voir. Ils étaient nombreux ce matin sur la place du Parvis de la mairie des Abîmes à venir voir les délégués du Défenseur des droits. Voilà, je suis venue simplement pour savoir en quoi ça consistait être défenseur de droits. Je n'ai pas de problème particulier, mais quand même j'ai pu lui poser quelques questions quand même. Ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a des gens qui restent dans, comment je dirais ça, dans l'ombre, qui n'osent pas. Et moi je dis que c'est une très bonne chose qui est ces personnes pour pouvoir les aider. On compte 500 délégués, dont 4 en Guadeloupe, répartis sur l'ensemble du territoire. Accueillir, écouter et orienter gratuitement celles et ceux qui rencontrent des difficultés avec un service public, pensent être victimes de discrimination, veulent signaler un cas de maltraitance d'un enfant ou encore le comportement inadapté d'un professionnel de sécurité. Des compétences qui restent limitées et qui, dans certains cas, ne remplacent pas l'intervention d'un avocat. Les services publics, CAF, sécurité sociale et tout le reste, mais s'agissant des problèmes des particuliers entre eux, non, c'est pas notre compétence. Ça, c'est des avocats et tout ça. Non, nous n'intervenons pas sur le... C'est pas du tout le même métier. Après les Abîmes, c'est au Moule et à Pointe-à-Pitre que les délégués du Défenseur du droit feront leur prochaine halte. Allez, un pas de côté pour terminer avec un peu d'ésotérisme venu de l'Inde. Ça s'est passé cette semaine au Gosier avec des enfants yogis. Reportage de Marius Mathieu. Bienvenue dans un monde à part. Celui de l'hindouisme, dans sa spiritualité et son mysticisme le plus aigu. Près de 700 personnes sont présentes ce jour-là en Guadeloupe pour un événement pour le moins singulier. Aujourd'hui, nous recevons en Guadeloupe les enfants yogis venant de l'Inde, de l'université Nityananda de l'Inde. Ces enfants yogis, ce sont des enfants qui ont été formés au Gurukul de l'université et il y avait une tournée mondiale. Il fallait absolument accepter cette occasion exceptionnelle. Les enfants yogis, ce sont eux. Ils sont âgés d'à peine 12 ans et sont déjà dotés de pouvoirs liés à une pratique bien particulière.
Nous sommes ici pour démontrer les pouvoirs du troisième œil et les pouvoirs extraordinaires d'un cerveau qui est initié par un avatar. Donc sa divine sainteté, Paramahamsa Nityananda, qui est la tête de Kailash où nous expérimentons en fait l'éveil à la supraconscience, et nous sommes des ambassadeurs spirituels pour inspirer et transmettre cette science à l'humanité. Et pour prouver la véracité de ces propos, une démonstration est proposée. Sous les yeux de 700 spectateurs et devant l'objectif de la caméra, la jeune fille va tenter de lire un texte, les yeux bandés. La scène est garantie sans trucage. It's written, press the 9000 Toyota Rapilis for does airbags defect to X. All right, wonderful. Donc en fait, ce qui vient de se produire, c'est qu'on ait droit à une démonstration de la vision du troisième œil, car ils ont cette capacité à voir à travers les obstacles, et notamment ici à travers un bandeau qui masque complètement la vision. Entre croyances ésotériques, explications scientifiques ou encore tour de passe-passe, chacun est libre d'avoir un avis en fonction de ses croyances, de ses rêves ou de ses peurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV.